DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, bienvenue dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage après cette 25e journée de phase classique du championnat de Belgique. Avec moi, la crème des analystes du championnat de Belgique. J'en vois qui rigolent. Non, c'est pour rire. Ici, un très très beau casting autour de moi, avec d'abord celui qui n'a plus vu de victoire d'Anderlecht depuis 2 mois, c'est Yves Telemann. Salut Yves. Salut Christophe. Et puis celui qui n'a plus vu de but d'Anderlecht en championnat depuis 407 minutes, c'est Louis Hansen. Salut Louis. Salut. Celui qui ne sait plus trop s'il doit regarder devant ou derrière lui, c'est Vincent Blouard. Salut Vincent. Bonjour. Et enfin, celui qui attend tranquillement le printemps entre le Heysel et les Champions Playoffs, c'est Stéphane Lecaillon. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Bon, on dit souvent à tout seigneur, tout honneur. C'est pas vraiment le cas, mais on va quand même commencer par Anderlecht. Parce que, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce 0-0 ? J'ai regardé, c'est le 7e 0-0 de la saison de la Louvière. Donc, on pouvait peut-être un peu s'y attendre, mais quand même, comment est-ce qu'Anderlecht peut être si fort jeudi en gagnant 0-4 à l'Antwerp, où ça pourrait être 0-9, comme l'a dit Bernard Tigini, il l'a dit, un peu exagéré, mais quand même pas loin, et faire un triste 0-0 contre la Louvière 3 jours plus tard. Yves, c'est incompréhensible. Ouais. Cette fois-ci, vraiment, j'aurais misé 100 € sur Anderlecht, tellement ils étaient forts à l'Antwerp. Et bon, à part le premier quart d'heure, on est gentil, le premier quart d'heure avec quand même assez bien de mouvement, des occasions, 2-3 occasions. Mais après, c'était le grand vide. Est-ce un problème physique ? Est-ce mental ? Jérémy Taravel parlait quand même d'euphorie après le match à l'Antwerp. Je crois surtout que les joueurs ne savent pas enchaîner tout simplement 2 matchs en 4 jours, 2 matchs pleins comme on dit. Torgan par exemple, on voyait qu'il voulait, mais ça n'allait plus. Et Bertaccini n'a jamais eu l'habitude non plus de jouer des matchs en Coupe d'Europe en semaine, donc je crois que là aussi il y a une explication, mais vraiment incompréhensible. Je crois que même Anderlecht, les dirigeants, ils ne comprennent plus. Les supporters, j'en entendais après le match, ils disent ouais, mais ils sont quand même payés pour savoir enchaîner des matchs de haut niveau. Ils foutent quoi en semaine, des trucs. Bon, difficile à donner une bonne réponse à ta question, ouais. Christophe. Louis, est-ce que peut-être aussi l'atmosphère du Lotto Park, on sent vite que les coups de sifflet vont arriver, il y en a quelques-uns qui sortent, puis un peu plus, puis il y a des joueurs un peu plus ciblés, on pense à Sardella et d'autres. Est-ce que l'atmosphère finalement est pas plus favorable quand ils jouent à l'extérieur aussi ? Ouais, c'est possible. Ce serait l'inverse du standard peut-être du coup. Cette fois, il n'y avait pas Kanaté pour mettre un but de la tête de nulle part à la dernière minute. C'est vrai qu'on rappelle qu'ils avaient été sauvés à la dernière seconde à la Louvière, ou sinon c'était aussi 0-0 là-bas. Ouais. Et puis offensivement, c'est vraiment le néant, je trouve. Je crois, si j'ai bien regardé, pour ne pas battre le triste record du moins de buts dans une phase classique, ils doivent en mettre 3 par match avant la fin. Donc tu nous annonces qu'ils vont le battre, c'est ça encore. À 3 jusqu'à la fin, ça va être difficile. Je crois que la pire phase classique, c'était l'année Covid où ils prennent 43 points. Donc il faudrait encore en gagner 2 sur les 5 pour éviter ça. Mais ils avaient joué 29 matchs cette année-là. Et puis le dernier but de plein jeu parmi ceux qui sont là, donc il y avait un Angulo qui met un doublé contre la Gantoise. C'est De Greef à l'Antwerp, donc à la fin du mois de décembre. Donc ça fait longtemps, sinon ça a été des pénaltys. Ils ont marqué en coupe, mais donc pas en championnat. Donc ça devient assez difficile. C'est ça aussi le problème d'Anderlecht, non ? Parce que je veux commencer aussi quand même par tirer un petit coup de chapeau à la Louvière. Alors on attendait mieux, j'étais pas dire persuadé, mais je pensais aussi qu'Anderlecht allait gagner. Mais ils font quand même une bonne entame de match. Peano fait quand même un beau match, il faut le dire aussi. Les conditions, la neige, c'est pas pour leur trouver absolument des excuses, mais bon voilà, c'était pas le plus évident. Et comme tu l'as dit, la Louvière est une équipe très compliquée à manœuvrer. Donc c'était pas non plus un cadeau d'enchaîner à domicile où la Louvière peut se permettre de les attendre et de partir en contre. C'était pas si facile que ça, et c'est un contexte de match complètement différent de l'Antwerp, où on se rend compte que l'Antwerp est en train de partir complètement d'ailleurs à volo, alors qu'on a cru à un moment qu'ils allaient remonter la pente. Donc il y a quand même des circonstances atténuantes, et je vois d'autres équipes qui sont même Bruges ou l'Union en haut du classement, qui font des tas de matchs comme ça, où il y a 20 bonnes minutes, puis un passage à vide, et puis 20 autres bonnes minutes, mais ils marquent finalement.
elle est là pour moi aussi la différence. Je m'attends pas à ce qu'Anderlecht tout d'un coup sorte des prestations pleines de 70, 80 minutes de semaine en semaine. Mais par contre, oui, il faut marquer. Je pense que Peano a quand même joué un rôle hier parce qu'on se dit tous, je pense qu'il marque dans le premier quart d'heure, Anderlecht. Ouais, parce qu'il a fait 2-3 bonnes parades. Mais oui, quand même. tu trouves qu'il a fait un match? C'est pas un match 10 sur 10, mais c'est un bon match. Il fait 3 beaux arrêts pour moi, oui. Mais il n'a pas non plus, il n'a pas dû faire des miracles tout le match non plus, parce qu'Anderlecht. Non, bien sûr, mais si un des ballons du premier quart d'heure passe, je pense que c'est. Oui, il y a son arrêt devant Camara, c'est vrai, en deuxième mi-temps. Celle sur la frappe de Bertaccini sur le corner. Il y en a encore une troisième, mais voilà, même si je pensais aussi qu'Anderlecht ferait mieux que ça. Hein. Ouais, et peut-être pour revenir à ta question par rapport au public, je crois que les anciens te diront que dans le passé c'était beaucoup pire, que c'était pire, que le public était beaucoup plus impatient que maintenant. Ils sont appris à devenir un peu tolérants. Voilà, ils en ont quand même marre. Ils en ont marre. Mais quand même, on ressent une certaine lassitude et une certaine habitude aussi de voir Anderlecht jouer des matchs pareils. Moi, je rejoins Steph sur la physionomie des matchs qui était complètement différente entre l'Antwerp et la Louvière, où le fait d'avoir marqué relativement tôt à l'Antwerp, je ne sais plus quand exactement, mais 1 minute. Forcément, ça a ouvert le match et ça a forcé l'Antwerp à jouer un peu plus que ce qu'ils avaient prévu peut-être, et une Antwerp qui était, je trouve, assez faible. Alors il y avait Anderlecht qui était bon, mais il y avait, je pense, aussi Antwerp qui était faible. Et ici, la Louvière, c'est une équipe qui était clairement venue pour bétonner. C'est un peu sa marque de fabrique. Et donc, Anderlecht, cet Anderlecht-là n'est pas encore prêt et capable. Bon, c'est un peu une équipe en crise, c'est comme ça, d'enchaîner des matchs et de savoir forcer un bloc bas comme celui de la Louvière. Ouais, avant de parler des attaquants d'Anderlecht, je te signale, la Louvière, 28 buts encaissés, c'est autant que Saint-Tron, qui est quand même deuxième, et c'est 2 de moins qu'Anderlecht, par exemple. Donc, quand même, chapeau à la Louvière, avec ses moyens, parce qu'il faut quand même le dire. C'est vrai que c'est pas spectaculaire, mais avec leurs moyens, les Loups, ils font du bon boulot. Parlons du boulot des attaquants. Justement, on se dit, mais qui doit marquer des buts à Anderlecht? On pourrait se poser un peu parfois la même question au standard, mais qui va marquer des buts? Si Kahn, il arrive, il n'est pas en confiance. Angulo, qui en a marqué quelques-uns, il est parti. Qui va marquer des goals? Et Bertaccini, il est en crise de confiance. Qui à un moment, on pensait le lancer, hop, repasse 2e, 3e dans la hiérarchie. Qui reste un très jeune joueur, donc voilà. Qui va marquer? Ça devrait être le Sican, 4 millions, je sais bien. Il faut un temps d'adaptation quand même. Mais hier, il soit quand même une occasion 5 étoiles sur la remise de Saliba, si mes souvenirs sont bons. Et bon, on sent qu'il n'a vraiment pas la confiance. Et je me demande vraiment, est-ce que c'est un joueur du niveau d'Anderlecht, même quand il a la confiance, point d'interrogation. Parce que la semaine passée, je faisais la comparaison avec Boulikin. Mais Boulikin, l'occasion qu'il reçoit hier, il la met au fond. Mais qui est en confiance à Anderlecht pour l'instant? Quand on voit que même Vasquez a une énorme occasion. Vasquez aussi, on a parlé de temps d'adaptation, il a été critiqué tant et plus. À Getafe, ses débuts, c'est quand même pas mal du tout. Donc, le contexte aussi fait beaucoup. Et donc, Sican, peut-être que dans un autre contexte, avec un Anderlecht un peu plus positif, en confiance, ou moins en crise, on peut le dire comme on veut, réussit d'autres débuts. C'est quand même de Bertaccini que j'attends plus de concret. Il connaît le championnat maintenant, il connaît Anderlecht. Mais est-ce qu'il jouait à Liège et à Saint-Tron? Est-ce qu'il jouait à cette place-là? J'ai l'impression, moi, pour le voir, il ne fait pas son temps à courir. Il joue presque comme ailier. Lui, c'est un joueur de rectangle. Et à Saint-Tron, ils avaient compris. C'est comme si on disait à Goto, maintenant tu joues flanc gauche. Non, à Saint-Tron, ils ont compris que Goto, il doit être dans le rectangle pour être efficace. Et on a l'impression qu'Anderlecht, ils ont acheté Bertaccini, mais en se disant, en fait, c'est pas le joueur qu'on cherchait, le profil qu'on cherchait. À l'Antwerp, même sans avoir marqué, il a fait un très bon match. C'est vrai, mais là, l'équipe était beaucoup plus haut, évidemment. Il était mieux entouré offensivement. Là, on a l'impression qu'il est parfois seul sur son île et c'est pas le joueur. Je crois surtout, j'ai parlé avec Lansana après le match. Il me disait à l'Antwerp, eux, ils voulaient jouer le jeu aussi, ils laissaient des espaces. Et donc, on a des joueurs rapides qui peuvent en profiter. Contre une équipe qui bétonne, on a beaucoup plus de soucis. En tout cas, bonne assise de Lansana pour Zult, OHL, Malines et le Cercle. Il y a aussi Club de Bruges entre-temps. Mais donc, dans les 5 derniers matchs, il y a donc Zult, OHL, Malines et Cercle pour Anderlecht. J'imagine que ces équipes vont venir bétonner, puisqu'ils savent bien que c'est déjà au moins un point de prix quasiment, et peut-être plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Louvière, quand même, à la dernière seconde, s'il n'y a pas un super retour de je ne sais plus qui, il y a quand même, avec le crochet, s'il frappe, à mon avis, c'est but. Hein. C'est sûr que c'est la difficulté aussi pour Anderlecht, c'est qu'ils sont traités par les autres comme une grande équipe, qui sont d'une certaine manière, et donc qui n'auront aucun scrupule à défendre à 10. Et on sait qu'il y a un peu une crise de confiance offensive, donc c'est d'autant plus dur que les adversaires ne jouent pas le jeu, entre guillemets. Mais bon, comme tu l'as dit, Anderlecht a toujours connu ça, et il y a eu des époques où ils trouvaient la solution pour ça. Ouais.
Et il n'y a plus de matchs au milieu de semaine, sauf la finale de la Coupe, mais bon, c'est pour le mois de mai. Heureusement que vous avez été Tu l'as éliminé en Coupe glissé. d'Europe. Il serait quantième, il serait 12e aussi, il y avait la Coupe d'Europe. Absolument. Dernière petite question pour Anderlecht, rapide. Est-ce que Taravel peut être une vraie option pour finir la saison comme T1, selon vous, vu que à l'heure où on parle, il est 10h35 pour rien vous mentir. Alfred Schröder n'est toujours pas le coach d'Anderlecht, donc T1, c'est toujours Jérémy Taravel. Quel est votre avis ? Je ne pense pas qu'il sera prolongé, qu'il aura l'occasion de confirmer. Je pense pas non plus. Ce serait une solution un peu par défaut. Et bon, il a fait du bon boulot à l'Antwerp, mais je pense pas que ça va satisfaire les supporters non plus. Donc, à mon avis, non. Mais justement, après l'Antwerp, en rentrant chez moi, dans la voiture, je me suis dit, vous avez vu cette communion entre Taravel et les joueurs que je n'avais même pas vu avec David Hubert quand il avait repris l'équipe en tant qu'entraîneur à intérim. Et bon, il avait fait vraiment les bons choix, il avait su motiver ses joueurs. Je me dis, pourquoi pas ? Mais ici, tout change évidemment. Par exemple, la montée au jeu de Camara comme ailier gauche, j'ai trouvé un peu bizarre. Et Taravel a eu la malchance que Camara est complètement passé à côté de son match aussi. Je dirais plutôt non, parce que Anderlecht pourrait tenter le coup, comme l'avait fait l'Union, pour faire une comparaison bruxelloise avec un jeune entraîneur, Pocognoli, qui avait juste fait des équipes de jeunes. Je pense que Taravel, qui a encore moins d'expérience que Pocognoli, a trop peu d'expérience quand même pour être T1 d'Anderlecht. Juste une parenthèse, moi si je suis dirigeant d'Anderlecht, je le garde quand même absolument dans les staffs, parce que moi je l'ai côtoyé un petit peu au Standard. Humainement, tactiquement et en termes d'investissement, d'implication, il n'y a rien à dire. Donc je pense que ce serait une bonne chose de le garder. Est-ce que tu crois qu'un Néerlandais comme Schröder écouterait l'avis de quelqu'un qui ne parle pas le néerlandais, qui connaît sans doute à peine? Oui, c'est Anderlecht a décidé qu'il doit rester dans son staff. Ça, je pense que c'est important. En tout cas, Taravel, on sent il aimerait, mais il ne sait pas trop le dire, mais qu'il aimerait. On va passer d'une équipe en crise à une équipe qui est encore un petit peu en crise ou pas? On va voir avec Vincent. On parle évidemment du Standard, pas de l'Union, avec cette transition. Pour bien encore faire la transition, donc Anderlecht n'ont plus que 2 points d'avance sur la première équipe qui ne joue pas les playoffs 1, c'est Genk pour l'instant, à 5 journées de la fin. Par contre, le Standard a encore 5 points de retard sur le 6e, donc encore quand même un espoir, 5 points en 5 journées, mais n'a surtout plus que 3 points d'avance sur OHL, qui est la première équipe qui joue les play-down. Quel est l'état d'esprit du Standard? C'est l'Europe ou c'est le maintien? Désolé pour la réponse un peu à la Normande. mais je dirais ni l'un ni l'autre, parce que moi je pense que le Standard va se maintenir. OHL reste, c'est vrai, sur une très bonne spirale. Je pense qu'ils ont fait 8 sur 12, mais là ils jouent Anderlecht puis Bruges en déplacement notamment, donc bon, ça reste un calendrier un peu plus corsé, donc je pense que le Standard va aussi encore gagner des matchs et donc se maintenir, éviter les relegation playoffs. Maintenant, ne jouera pas l'Europe, même si les playoffs 2 s'appellent Europe Playoff, donc il y a quand même ce ticket potentiel à aller chercher. On connaît l'amour des playoffs 2 pour le Standard. 25 ou 26 matchs, je pense, série en cours de playoffs 2 sans victoire. Pas ça. Donc je sens qu'on va encore s'amuser au printemps. Non, mais blague à part, moi je pense qu'ils joueront ni l'un ni l'autre. Voilà, une fin de saison un peu à l'eau tiède. Pour Louis, si tu voulais... Ils sont plus proches des relegation playoffs. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun indicateur qui les met dans les 6 meilleures équipes du pays pour l'instant. Alors qu'à l'inverse, je crois qu'il n'y a que Dender qui a perdu plus de matchs. C'est la pire équipe de la dernière demi-heure. À part Dender et la RAL, il n'y a personne qui a marqué moins de buts. Donc c'est quand même des stats d'une équipe relégable. Je ne pense pas qu'ils iront en relegation playoffs, mais c'est quand même des chiffres inquiétants. Et je pense que pour arriver en playoff 1, d'habitude il faut 44-45 points. Ici ça va être difficile, ils en ont 31. Donc voilà. Stéphane. Je rejoins Louis. J'avais vu, j'ai pas refait le calcul cette semaine, mais j'avais vu la semaine passée qu'ils avaient même un peu surperformé au niveau des points, qu'ils auraient dû avoir les fameux expected goals, expected points. Ils en ont un peu plus qu'ils n'auraient dû en avoir. Ceci dit, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense que ça serait mauvais pour le Standard de commencer à avoir peur de la relégation. Je pense que cette équipe, alors c'est pas que je crois au top 6, je n'y crois pas, mais elle doit avancer avec cet objectif-là en tête pour regarder vers le haut et pour pas commencer à regarder derrière elle. Parce que si c'est une équipe qui a peur, je pense que ça va encore plus mal se passer, même si je ne suis pas sûr qu'effectivement elle atteindra l'objectif top 6. Ouais. Moi, chaque année, j'ai une image un peu tronquée du Standard parce que je les vois en live qu'une fois au
stade, c'est contre Anderlecht, ils font toujours un bon match contre Anderlecht. Chaque semaine. Voilà, donc, mais je crois quand même qu'il n'y aura pas de problème pour le Standard de se sauver. Maintenant, le top 6, ça je n'y crois pas. De toute façon, il faut dire aussi, tout le monde va se sauver pratiquement dans cette saison, il ne faut pas l'oublier. Et que je pense de mémoire que dans les play-down ou relegation play-off, on ne divise pas les points. Donc quand même, le Standard a un bon paquet d'avance sur Dender, qui est la seule équipe actuellement qui jouerait les barrages contre le vainqueur des play-offs de D2. Bien sûr, mais voir le Standard dans les play-down, même s'il n'y a aucune chance qu'il descende, ça serait quand même un peu triste. Le programme du Standard, Genk, et puis après la Louvière, encore une fois, Zult, l'Antwerp et Westerlo. Donc a priori, quand même, des équipes, ça ressemble déjà presque à des play-off 2. C'est ça qui me fait dire qu'ils prendront encore des points, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport au play-down. Maintenant, il faut voir s'ils seront enfin un petit peu lâchés par la guigne, parce que ça s'est encore accumulé le week-end passé avec la blessure de Maou, la commotion, la blessure de Dirks. Il y a toujours Thomas aussi qui est forfait, Nielsen et Polo. Donc ça fait beaucoup et c'est pas nouveau. Donc pour Vincent Evrard, c'est encore un beau casse-tête. Je crois que le plus important de tout cela, c'est Thomas, je crois. Je crois que lui, vraiment, il a la clé de ce Standard. Justement, contre Anderlecht, je l'ai trouvé très très fort. C'était le Thomas quasiment de l'Union. Ouais, quoi. Après, il faut dire, le Standard a fait quand même plutôt un bon match. Parce qu'on a vu des 1-1 du Standard qui étaient vraiment laborieux, parfois même tristes à regarder. C'était plutôt un bon match de foot, aussi grâce à l'Union, mais c'était un match agréable à regarder. C'était un point tout à fait mérité pour le Standard, qui a un peu surpris l'Union, bousculé l'Union aussi. Oui, il faut le dire. Et alors, on a vu un Ayensa, mentalité Union Saint-Gilloise. Il a montré un peu Frédéric Bleuze, notre estimé collègue qui est en congé, on espère qu'il en profite, qui parlait des salopards de Bologna pour qualifier Ayensa. C'est un peu ça. Il y a un peu de ce côté Union. Il y avait effectivement il y a ce côté Union, on ne lâche rien, on va dans le duel, on met bien le pied quand il faut, avec en plus une qualité technique quand même sur son but. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, je l'ai déjà dit, parce qu'il est très constant, et enfin, peut-être qu'il n'a pas été à ce point-là au Standard chaque semaine, hein, je le sais bien, mais il est capable de ce bon mix entre du physique, mais aussi une certaine qualité technique, je trouve. Et je crois clairement, il n'a pas digéré le fait d'avoir été écarté de l'Union. En tout cas, oui, il avait envie de remontrer qu'il n'avait pas perdu le niveau qu'il a eu à une certaine époque. Et on l'a vu il n'a pas ménagé ses anciens coéquipiers sur certaines phases. Et j'ai l'impression d'ailleurs que le tacle de Burgess, qui, soit dit en passant, aurait pu être pour moi sanctionné plus lourdement, c'est une manière de lui rappeler aussi, bon, tu fais un peu le salopard avec nous, mais n'oublie pas que... Quand il part hors jeu, c'est ça? Ou à la fin de match, est-ce que Burgess sait que le gars est hors jeu et qu'il se dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais y aller. Sur le coup, alors je peux y aller. Il lève le bras d'ailleurs pour simuler qu'il est hors jeu et il lance son tacle. Ah oui, c'est inconscient. Pour moi, c'est jaune. Pour moi, c'est jaune, c'est pas rouge, mais bon, voilà. Je suis conscient que c'est une jaune orangée, mais c'est pas rouge. S'il n'y a pas hors jeu, c'est penalty. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis sûr qu'il le sait. Oui, c'est ça. Il le lance parce qu'il prend pas un risque comme ça. Pourquoi il se lance là-dedans? Juste pour montrer. Pour répondre, parce qu'il y avait eu la scène 5 minutes avant où Ayensa s'était attrapé. Que de l'amour, Zorgan aussi s'est pris un peu parti, même si lui c'est un moins ancien chez les unionistes. Duel de salopard. Mais on sentait que, évidemment, avec toute cette dose d'union qu'il y a maintenant au Standard, on sentait qu'il y avait un peu d'antagonisme quand même entre les deux. Donc vous croyez qu'il savait qu'il y avait hors-jeu? Oui. Et donc il s'est dit, bon, alors je peux me lancer clairement dans le tacle et si je peux lui faire mal. Ça va très vite. Mais... Moi j'étais surpris qu'il commette une telle faute dans le... Mais moi au stade je vois, il regarde l'arbitre, je pense de mémoire qu'il lève même la main pour réclamer le hors-jeu, il est sûr de lui et c'est pour ça qu'il lance un tacle aussi inconsidéré. Mais il pensait pas qu'il aurait la carte, je crois. Il se dit ça va passer gratuit, et ben non, c'est pas passé gratuitement. Vincent, on parlait des blessés, il y a une sortie aussi d'un ancien blessé de longue date qui est revenu mais qui revient à mi-temps presque, c'est Parlon Fossi, et on se dit que sa sortie elle a fait mal au Standard, surtout quand on voit l'égalisation de l'Union, qui est son remplaçant, Elan Khoury. Elan Khoury qui est pas du tout un piston. Voilà, on peut pas. Voilà, mais qui, je veux dire, qui est mal monté. Et sa défense dans le duel, elle est pas terrible. Si Fossi était là, on se dit, il aurait été un peu plus dans le duel et qui sait. Mais encore une fois, il y a le jeune Assengue qui normalement est son backup à ce poste-là, dans ce système-là, qui est blessé, Calu, on en parle plus depuis longtemps, et il se fait que Lorenz est passé dans le trio défensif central, dans ce 3-4-3. Avec donc succès en plus. Oui. C'est vraiment lui, on le met à toutes les sauces. Et il est jamais. C'est un joueur qui n'a jamais 8 ou 9 c'est jamais un 8, mais c'est jamais un 4. Ouais, donc il est assez fiable. Mais oui, clairement, à droite, là, la sortie de Fossi. Mais voilà, c'est ça. Vincent Evrard doit toujours un peu ménager
ces temps de jeu, calculer un petit peu, celui-là je vais lui mettre 45 minutes là, celui-là je vais essayer de tirer à 60, mais on sait qu'il peut rechuter. Donc c'est un casse-tête perpétuel pour l'entraîneur. Heureusement aussi, puis il n'y avait pas de Coupe d'Europe pour le Standard, parce que... non, mais quand on voit le nombre de blessés... oui, c'est un truc comme ça. Dernier match était contre... Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, oui. C'est toujours le bon quiz. On l'a écrit il n'y a pas longtemps. Contre... Benfica sous Philippe Montagnier. Benfica, match nul qui n'avait plus d'importance, mais voilà. Donc, pour rappeler un peu des souvenirs au Standard, mais je pense que les supporters du Standard se rencontraient quand même chez eux samedi soir, plutôt heureux d'avoir. Quand on a des regrets d'avoir fait un match nul contre l'Union, c'est bon signe en général, je crois. Et bien justement, on parle de l'Union, on va y aller franchement. Stéphane, l'Union. On a l'impression un peu parfois que ça se traîne un peu en se disant bon, c'est quand que ça se finit cette phase classique, vivement le vrai début de la compétition, parce que quand on voit les écarts avec Saint-Tron, avec Bruges et tout, on se dit il y aura eu 30 journées pour presque pas grand-chose et on va vraiment commencer en play-off. Mais l'Union aussi, on parlait des blessés à Anderlecht, au Standard, ça commence aussi un peu l'Union à coincer. Tout à fait, ce qui n'est pas fréquent chez elle. Alors bon, peut-être que Vincent Evra rêverait de n'avoir que 6 blessés, dont 2 blessés légers, mais pour l'Union, avoir 6 joueurs à l'infirmerie, même si elle joue chaque année plusieurs compétitions, c'est quand même assez rare. Donc preuve d'une certaine surcharge cette année. Bon, il y a eu 1 ou 2 coups directs comme toujours, mais il y a des choses comme des adducteurs, des mollets, des ischios qui sont plus liés à l'usure. Ici, on verra ce qu'il en est pour Florux, qui à peine monté à la 65e a dû sortir à la 86e et il boitait bas et on craint une nouvelle blessure au mollet ce coup-ci, ce qui serait un deuxième attaquant sur le flanc, ce qui serait quand même embêtant parce que je trouve que l'Union a des problèmes d'attaquants. Voilà, on sort d'une période, on dit souvent qu'on joue tous les 3 jours, mais là, on sort vraiment de 10 matchs en 31 jours. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Vraiment, du 14 janvier au 14 février, ils ont joué 10 matchs. Encore la semaine passée, avec seulement 2 jours complets entre chaque match. Et alors, c'est pas qu'ils ont été infâmes au Standard, mais voilà, dans certains matchs des dernières semaines, ça se ressentait. Ici, pour la première fois de leur saison, ils vont avoir 4 semaines consécutives pour les 5 dernières journées sans un seul match au milieu, et ils le disent tous, ça va faire du bien. Ici, ils ont eu 2 jours de congé, alléluia, parce qu'ils sortent d'un mois, ils n'en ont peut-être même pas eu un seul. Voilà, peut-être que ça va pouvoir enclencher une nouvelle phase pour clairement, parce que voilà, tu parlais des playoffs, pour arriver, c'est le but, arriver au maximum de ses capacités aux playoffs, ce qu'avait très bien fait Sébastien Bocconioli l'année passée. Il avait un peu construit son équipe dans une montée en puissance pour être au mieux de sa forme en playoffs. Et donc ces blessures, toi qui suis le club depuis quelques saisons, c'est nouveau ça, ce phénomène? D'en avoir autant, c'est nouveau. Il y a toujours bien eu 1 ou 2 blessés, mais à l'Union, en avoir 6, c'est vraiment rare. On peut pas que la Champions League, qui est quand même pour quelque chose, différence quand même avec l'Europa League ou Oui, je pense tout à fait. Un 8 matchs, même s'il y a 8 matchs l'année passée en Europa League, mais c'était quand même 8 matchs très énergivores, et mentalement et physiquement, où il a fallu, il y a eu 1 ou 2 claques au début, mais il a fallu, même au Bayern, même contre l'Atalanta, s'arracher jusqu'à la dernière minute à chaque fois et clairement, on le voit dans les résultats post-Ligue des Champions aussi, d'ailleurs, ça a pesé physiquement. Et donc on peut les citer, les blessés, donc Leisen et Raoul. Moi je dis Raoul, c'est plus facile. Voilà. On rejoint Rodriguez, Niang, Barry et Skerpen dans l'infirmerie. C'est quand même pas tous des titulaires, mais pas loin quand même. Quand même. Clairement des vrais. Surtout, voilà, par exemple, pour l'attaque, il n'y a déjà pas Rodriguez. Raoul est une belle option en théorie titulaire, mais aucun des deux n'est là. Donc il reste juste Fusaini qui alterne le chaud et le froid. Ça pèse aussi sur les résultats offensifs de l'équipe, quoi. Mais finalement, pas tellement d'inquiétude. L'Union, malgré tout, c'est quand même incroyable. Ils ne perdent pas. Même quand ils sont un peu moins bien, on se rappelait là, OHL. Là, contre OHL. Ils avaient fait un très mauvais match. OHL avait bien joué, ils ne perdent pas. Standard, ils auraient gagné le match, personne n'aurait crié hold-up. Même si, on en parlera, il y a peut-être un souci d'arbitrage sur le but du Standard, on va en parler après. Mais finalement, l'Union, elle semble bénie des dieux ou imbattable, ou surtout peut-être avoir la bonne mentalité. Oui, il garde cette mentalité pour s'arracher, même quand il rate un peu une mi-temps, comme en bonne partie la première ici. Ils savent se remettre généralement dans le bon sens. Ça reste quand même une force. Ce qui est fou, c'est que donc, ils ont 39 matchs maintenant, en comptant la Supercoupe. Bruges, 41.
Donc Bruges, en jouant l'Atlético, ils vont arriver à 48 matchs au play-off et Saint-Tron, 27. Donc ça sera une énorme différence. Je ne sais pas si ça peut jouer à la fin, mais ça fait quand même presque 50% de matchs en moins pour Saint-Tron, quoi. Après, Saint-Tron peut dire, regardez nos budgets. Est-ce que ça, c'est du simple au double? Regarde, c'est la folie. Mais non, mais effectivement, c'est vrai qu'on peut jouer énormément de matchs avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions ou d'Europa League. Mais ouais, c'est compliqué. Avant de parler donc de ce cas de l'arbitrage, quand même un petit mot sur le programme de l'Union, quand même on va le signaler aussi. Antwerp, Westerlo, Genk, Dender et une chouette dernière journée contre Saint-Tron. Mais un programme a priori où on sent qu'ils vont rester invaincus jusqu'à la fin de saison. C'est vrai qu'il y a moyen. L'objectif, ils l'ont déjà dit, sera vraiment d'aller maximiser les points. Alors, ils n'ont pas crié on va faire 15 sur 15, mais je pense que c'est l'envie pour essayer de garder au moins cette avance ou un petit matelas. Et enfin, gagner en déplacement, parce que ça, c'est un gros problème quand même. Même s'ils ne perdent pas par Anderlecht, ils n'ont quand même plus gagné en déplacement en championnat depuis le 3 novembre. Donc, quand même, là, il y a un petit souci en déplacement, même s'ils limitent la casse. Ils gagnent trop peu pour... en play-off, il faudra inverser cette tendance-là. Pour creuser les écarts, parce qu'il n'y a vraiment pas d'écart avec les trois premiers. D'ailleurs, on peut se demander aussi, pour l'anecdote, est-ce qu'il ne faut pas jouer en jaune et bleu en 2025-2026? Parce que quand on regarde en Challenger Pro League, Beveren, qui est invaincu toujours, après, et qui peut être champion dans 2 semaines déjà. Donc on pourra avoir le premier champion déjà. Saint-Tron aussi. Saint-Tron, évidemment. L'Union, il fallait jouer en jaune et bleu. Voilà, peut-être une réflexion pour le Standard et Anderlecht. Non, plus sérieusement, évidemment, ce but du Standard, est-ce que, tout d'abord, un tour de table, est-ce qu'il devait être annulé ou pas? Tu rappelles en 2 mots Oui, donc il y a donc un duel au milieu de Karamoko terrain. sur Van de Perre, il lui marche un peu sur le pied au tout début de l'action. Pour être complet, il touche le ballon. C'est ça. Il dévie légèrement le ballon. Van de Perre touche le ballon, Karamoko touche le ballon et puis Karamoko touche la cheville. Voilà. Mais le premier joueur des deux qui touche le ballon, je pense que c'est Van de Perre. Et donc, est-ce que ça doit jouer? C'est au tout début de l'action et puis à la fin de l'action, se termine avec le très joli but de Dayensa. Est-ce qu'il fallait annuler ce but? On peut aussi rappeler un contexte quand même important aussi, c'est qu'au tout début de match, un but de l'Union a été annulé pour une faute qui n'est pas beaucoup plus grave en tout cas que ce qu'on a vu avec Karamoko. Là, j'ai vraiment pas compris. Moi qui regarde Match of the Day chaque week-end, en Angleterre, jamais ce but aurait été annulé. Et je trouve que David Hubert parlait d'une faute quasi inexistante, voire imaginaire. Je peux lui donner raison. Donc, à partir de ce contexte-là, même si normalement les arbitres ne doivent pas en tenir compte, une action ne pèse pas sur une autre. Mais quel est votre avis? Donc, on a compris que Yves, le but du Standard devait être annulé, ou alors il fallait accorder aussi celui de l'Union. D'office. Oui, moi, c'est plus le désaccord entre les deux phases qui me déçoit un peu. Donc, je comprends la frustration d'Hubert parce que, pas dire que c'est 2 poids 2 mesures, parce que c'est pas exactement les mêmes actions, les mêmes intensités de faute. 6 fautes il y a, mais avec des conséquences derrière. Donc, pour moi, il n'y a pas faute. Donc, le but de l'Union aurait dû être validé pour moi. Et la faute de Karamoko, zone grise. c'est pratique à la zone grise. Louis? J'accorde le but de l'Union et celui du Standard. Donc les deux buts. Ouais. Un arbitre à l'anglaise. Tu t'es déjà prononcé, toi? Ouais, je me suis prononcé. Ouais. Moi, je suis là. Je vais suivre l'arbitre surtout, même si j'ai une hésitation, mais j'annule le but de l'Union parce qu'il y a quand même même si c'est léger, on est d'accord, mais une légère poussée de David sur Autekit et il vient percuter son pied, raison pour laquelle Autekit ne sait pas défendre sur Fuseini. Je trouve, même si je comprends qu'on aurait pu siffler faute au milieu de terrain, mais bon, comme Karamoko touche le ballon, je trouve pas qu'il faille revenir et annuler ça. Et puisqu'on a parlé tantôt, je trouve aussi, je l'ai dit qu'il fallait pas rouge non plus pour Borges, donc je suis le corps arbitral. C'est pour ça que tu as l'homme en noir. Hein. Oui, voilà. Et globalement, je trouve qu'il a bien géré son match parce que c'était pas à un moment, match c'est facile parti un peu en sucette. À gérer, beaucoup d'intensité, parfois limite, beaucoup de vices, beaucoup de fautes, beaucoup de provocations de part et d'autre. Donc je trouve que globalement, il a quand même bien géré. Il fallait pas s'attendre à autre chose, évidemment, dans ce match, à mon avis. Et Thomas n'était pas sur la pelouse, ni Nielsen. Ça aurait pu être encore plus drôle. Mais voilà, ce championnat de Belgique, il est loin d'être terminé, même si on se réjouit que cette phase classique soit finie pour enfin avoir les playoffs, les playdowns, les playoffs 2. Ça va être rigolo aussi. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour cette 26e journée. Et on vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao. DH Football Club. Le décrassage.